Bond. Bond. James Bond. Pierre, Marion. très contente de te recevoir dans ces nouveaux studios au sein de The Quest. Nouveau décor. Nouveau décor, nouvelle vie. Ouais, carrément. Écoute, je voulais juste qu'on prenne le temps de faire un point, toi et moi. Discuter un peu de l'évolution de Bond, de l'évolution du marché que représente l'automatisation, même les réseaux sociaux et donc le contenu de manière générale, puisque je pense que c'est un sujet qui est hyper d'actualité. Moi, je suis en plein dedans depuis 5 ans et toi, tu l'es aussi et tu le vois de par le prisme des différentes boîtes que vous accompagnez au sein de The Quest. Du coup, ce que je te propose, c'est dans un premier temps déjà de te présenter, parce que si jamais on garde ce format long, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. C'est vrai. Du coup, je m'appelle Pierre, j'ai 29 ans et je suis le cofondateur de The Quest. Et donc, on a créé un peu le paradis pour les jeunes, pour qu'ils puissent monter leur start-up. Donc, on fait vraiment de l'investissement, ce qu'on appelle en pré-seed, c'est-à-dire qu'on va trouver un jeune qui est passionné, obsédé par un sujet. Et nous, on l'accompagne financièrement et d'un point de vue aussi accompagnement entrepreneurial pour l'amener jusqu'à sa prochaine levée, ce qu'on appelle la seed. Ok, est-ce que c'est une forme de nouvelle école? Nouvelle école de l'entrepreneuriat? Ouais, un peu de l'entrepreneuriat, enfin l'école de l'entrepreneuriat sur le terrain, on va dire. Donc un peu ce que on aimerait devenir et être ce que 42 est au code, mais à l'entrepreneuriat. Donc vraiment créer le meilleur environnement possible dans notre accompagnement pour mettre les personnes qui veulent monter des startups dans les meilleures conditions. C'est pas du tout accélérateur, c'est vraiment beaucoup plus de se dire ok, nous ce qu'on accompagne c'est ce qu'on appelle des technical founders, donc c'est des personnes qui savent coder et donc on lui dit ok, tu sais coder, maintenant nous on va t'apporter toute la brique business et on va mettre du rythme pendant entre 12 et 24 mois. On va te balayer pour que tu atterrisses à San Francisco pendant 2 semaines et que tu élèves ton ambition. Et surtout, on va t'introduire des experts, des investisseurs, tout notre réseau, et on va te montrer comment est-ce que on a réussi à développer les précédents projets, et on applique la même méthode avec eux pour mettre du rythme. Vous êtes une forme de cofondateur, mais qui est là pour former, mettre de l'intensité et permettre à ces jeunes entrepreneurs de voler de leurs propres ailes par la suite, quoi. Si on doit résumer. Ouais, en fait, si tu veux, dans le prisme, dans l'investissement, tu as les fonds d'investissement qui font juste mettre du cash et qui aident un petit peu, mais c'est très léger. Et de l'autre côté, tu as les studios qui, eux, vont vraiment cofonder avec leurs idées et mettre des entrepreneurs à la place de leurs idées. Et nous, on est vraiment un peu au milieu, c'est-à-dire qu'on donne 150 000 euros, enfin 100 000 euros à toutes les startups qu'on va créer. Mais de l'autre côté, on ne va pas leur donner tout le support pour créer leurs produits. Nous, notre zone de génie, c'est vraiment sur le go-to-market et le marketing. Et c'est là-dessus en fait, qu'on va les aider. Et donc, on est vraiment entre les deux. On a beaucoup affiné le modèle là, depuis 4-5 ans. On arrive à trouver quelque chose qui est vraiment unique sur le marché. Et donc, c'est comme ça qu'on se positionne. Ok. Effectivement, vous avez commencé avec un positionnement qui était complètement différent. Au début, vous faisiez aussi pas mal d'agences. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. Et j'aimerais bien qu'on revienne à la genèse de ce projet. Quand je dis de ce projet, déjà de The Quest, qui était anciennement The Secret Company, et que tu nous expliques cette évolution, parce que c'est vrai que vous, de votre côté, vous avez fait tellement de choses que parfois ça peut ne pas être clair. Et surtout, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment est-ce que vous en êtes venu à ce modèle qui, en soi, est, moi, je trouve trop cool, quoi. En vrai, c'est une aventure humaine qui a embarqué pas mal de monde dans son passage. En fait, je pense que l'idée de base, c'est que nous, ce qui nous fait kiffer, c'est d'avoir une idée et d'essayer de faire du cash avec. Je pense que c'est vraiment le truc de base. Et donc, on a tenté tous les formats possibles, e-commerce, ce qu'on appelle des muses, c'est-à-dire des business, des petits business qui n'ont pas vocation à devenir des gros business, mais qui te ramènent de l'argent tous les mois. Sans rien faire, c'est un peu la promesse. Sans rien faire. Donc en gros, le meilleur exemple pour ça, c'est genre publier un livre. Donc là, tu as plein de gens d'ailleurs qui publient en ce moment des livres sur Amazon
auto-publisher, ouais, auto-promo et tout, et qui arrive à faire du 20-30K de MRR parce que le livre bouche à oreille et boule de neige et tout. Bon, le taux de réussite pour les premières Le taux de réussite, c'est 0,1%. Et surtout, ce qui se passe, c'est que c'est 1 an et demi de travail où tu penses un peu qu'à ça et tu mets un peu ton mariage en jeu, quoi. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, parce que c'est vrai que par exemple, Maxime, il a été hyper connu de par une vidéo qu'il avait fait chez The Family, si je ne dis pas de bêtises, sur justement comment monter une muse. Je sais que votre discours, il a un peu changé là-dessus. C'est quoi la réalité du terrain et concrètement, qu'est-ce que vous en pensez maintenant de ce format muse? Est-ce qu'il existe réellement? En fait, le format muse, c'est-à-dire le fait de générer du revenu de manière passive, existe. Maintenant, la lubie de se dire que ça ne demande pas d'effort n'existe pas. Acheter un appartement et avoir un loyer qui tombe tous les mois, c'est une muse. Genre, c'est un revenu mensuel récurrent, un revenu passif, qui est passif parce que tu ne travailles pas tous les mois. Sauf que ce que les gens disent pas, c'est qu'il faut trouver le truc, il faut trouver l'appart, il faut faire le prêt, il faut faire les travaux, il faut gérer quand la chaudière elle pète, il faut machin. Donc en fait, ce que les Américains expliquent souvent, c'est le coût d'opportunité. C'est-à-dire que les Américains, sur notamment l'investissement, ils ne jugent pas forcément sur est-ce que j'ai bien fait d'y aller, mais ils essayent de regarder combien de fois je ne suis pas allé et j'aurais dû y aller. Et donc, tu vois, par exemple, le CEO de LinkedIn. On peut, il fait à la perte. Ouais, à la perte. Mais tu vois, le CEO de LinkedIn, il ne dit pas genre est-ce que j'ai bien fait d'aller dans telle ou telle boîte dans laquelle j'ai investi, mais c'est pourquoi je ne suis pas allé dans Pinterest. Tu vois. Et donc, c'est ça ce qu'ils analysent. Ce que j'aime bien, c'est de se dire ok, les muses, ça existe, mais tu peux en faire une. Il y aura quoi qu'il arrive de la charge mentale et du temps. Et la question, c'est est-ce que ce temps-là, il n'aurait pas été mieux alloué ailleurs? Et c'est pour ça que les CEO les plus ambitieux sont des personnes qui pensent long terme, en fait. C'est là où tu as les vrais gains, c'est quand tu penses méga long terme. Si tu penses short terme, en mode, tu vois, par exemple, je prends ce coaching à 10 000 € à l'année parce qu'en vrai, ça va me prendre qu'une heure par semaine et ça va me rapporter 10 000 €. Oui, mais en fait, ça ne va pas prendre une heure par semaine, c'est de la charge mentale, c'est plein de choses à prévoir, donc c'est ça qu'il faut regarder. Et donc du coup, notre positionnement sur les muses, c'est que oui, ça existe, et que c'est possible de le faire, mais que c'est pas fait pour tous les profils, et qu'on trouve qu'au début, on le mettait vachement en avant, mais aujourd'hui, on trouve que c'est un manque d'ambition. Et dans le modèle qu'on a aujourd'hui, on est sur des cycles, nos boîtes sont sur des cycles de 10-15 ans, et on est sur des retours sur investissement avec les investisseurs qui nous accompagnent, qui nous font confiance, de 6-7 ans. Donc en fait, on est obligé maintenant de penser long terme et de se mettre sur des modèles qui sont en fait scalables. Parce que ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est pas d'avoir forcément 10, 20, 30% des startups. Le but en fait d'une startup, c'est d'être dedans. La question, c'est est-ce que tu es dedans ou pas? Si tu es dedans, de toute façon, comme le modèle d'une startup, le but c'est qu'elle soit scalable et que les revenus vont être exponentiels. La question, c'est à partir du moment où tu es dedans, tu auras forcément un super ROI. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de. Mais tout dépend du moment aussi où tu rentres dans la boîte. Ouais, alors en fait, le moment, à la limite, il n'influe pas énormément. En fait, quoi qu'il arrive, si la startup elle devient exponentielle, ton ROI sera beaucoup plus élevé que n'importe quel investissement. Mais c'est pour ça que ceux qui font de l'investissement en startup, il faut qu'ils le fassent sur plein de tickets. Parce qu'en fait, la chance qu'il y ait une exponentielle, c'est 1 sur 100, tu vois, 1 sur 1000. Donc en fait, plus tu es exposé, plus tu as de chance d'avoir ce fameux ROI. Parce que personne n'investit en startup pour faire des fonds 1,5 ou x2. Tu vois. Pour ça, il y a des livrets A. Tu cherches la future licorne, quoi. Voilà. Donc, donc du coup, c'est ça. Donc on a commencé par plein de projets, e-commerce, Muse. On a fait des agences, on a fait des startups peu ambitieuses, d'autres beaucoup plus ambitieuses. Et en fait, on a affiné ce modèle. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ensuite, au fur et à mesure des années, vraiment divisé notre programme en deux, avec un programme pour créer des agences, un programme pour créer des startups. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on a réutilisé la marge qu'on faisait avec les agences pour investir dans les startups. Jusqu'au jour où on a compris qu'en fait, on investissait beaucoup plus en temps et en argent par rapport à la part qu'on avait dans les startups. Donc on était vraiment sur un modèle de studio. Et aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est donc de arrêter ce modèle d'agence de service, c'est-à-dire arrêter de recréer des agences, mais rester avec les agences existantes qui fonctionnent, à savoir My Name is Bond, SEO Secret et Anti-KO, qui sont les trois qui font de la marge récurrente tous les mois, et de se focaliser du coup uniquement sur les startups, où en fait on a affiné le modèle de financement, et donc en fait
à toutes les startups, on envoie 150 000 euros avec 50 000 euros qui viennent d'un de nos fonds qui s'appelle l'Hippodrome, dans lequel il y a des investisseurs qui ont rejoint, dont toi. Oui. Kima Venture qui met 50 000 euros aussi en ce qu'on appelle Automatic Fund, c'est-à-dire que sur les 20 startups qu'on accompagne, ils mettent en automatique. Et ensuite, on a 50K de business angels qui vont avoir un intérêt à suivre ce projet-là et qui vont pouvoir faire les bonnes intros à ce projet-là. Ok. Donc ça, on investit 150 000 euros contre 10% de l'equity de la startup. Et ensuite, on a notre accompagnement à nous, humains, entre 12 et 24 mois, contre aussi 10%. Ok, donc in fine, 20%. Ok. Si on se focalise sur justement le développement des agences et même pour en revenir à toi, ton histoire, comment est-ce que tu as rencontré Maxime, comment est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas maintenant je crois que c'est ça, mais en fait tu t'es lancé avec My Name is Bond finalement. Ouais, 100%. 100%. J'ai eu un mini doute. Ok. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter de ton côté, parce que moi je le raconte souvent comment ça s'est passé, etc. Mais toi, concernant de ton côté, comment est-ce que ça s'est passé? T'étais dans quelle situation? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le projet? Parce que c'est vrai que moi je le raconte tout le temps, mais de base avec Maxime, enfin on était juste Maxime et moi, on avait l'idée, on se dit vas-y, on cherche 5 clients pour valider le modèle avant de partir dans l'aspect très technique, etc. Et dès qu'on avait les 5 clients, j'ai regardé Maxime, je dis ok, maintenant on fait quoi? Il m'a dit bah maintenant on va chercher quelqu'un d'autre. Et donc on t'a appelé. Mais je veux bien ta version des faits et que tu nous racontes comment est-ce que ça s'est passé de ton côté. Alors moi, à ce moment-là, je suis chez SIA Partner, un cabinet de conseil. Et quand j'arrive chez SIA Partner, on me dit on t'a positionné sur une mission chez Veolia et tu es vendu comme expert en RPA, en Robotic Process Automation. À ce moment-là, je ne sais pas ce que c'est. Je connais un peu de nom parce que j'ai fait une école d'ingé, donc on l'a vite fait évoquer dans les cours. Et du coup, je me retrouve à manger 185 heures de tutoriel sur un logiciel qui s'appelle UiPath, qui est une des licornes européennes les plus incroyables de ces dernières années, qui est une société roumaine qui permet d'automatiser n'importe quelle action sur un ordinateur. Donc je me retrouve à devenir expert en 2 semaines de cet outil-là. Le fake it until you make it, il marche aussi dans les cabinets de conseil finalement. Il est énorme. Enfin, genre, Il marche que là-dessus. On survend énormément les profils parce qu'en fait c'est vraiment un jeu où tu es sur le fil rouge, quoi. Moi, okay. J'ai des propals où j'avais comme diplôme l'ESSEC et d'autres propals où j'avais comme diplôme le mien arts et métiers, tu vois. Ok, d'accord, donc, intéressant. Vraiment, c'est un jeu de... Je place des gens et je mise sur le fait qu'ils ont un cerveau bien fait et ils vont step up au moment où ils arrivent en mission, en gros. Comme ce que toi t'as fait. Bah en fait, t'es obligé parce qu'avec la pression que t'as, en fait, tu sais, c'est vraiment ce qu'ils appellent la rat race, c'est-à-dire que et c'est pour ça que McKinsey est un cabinet aussi sélectif et bon dans un truc, c'est qu'en fait, la promotion que tu as en tant que consultant, déjà de base, tu es mieux payé qu'ailleurs. Mais en plus, le cycle, c'est un cycle de 3 mois chez McKinsey. Là où dans d'autres cabinets, c'est un cycle de 8 mois, 1 an. Et en fait, comme ils te disent, vas-y, gère ta mission parce que dans 3 mois, il y a ton évaluation, tu es constamment dans un truc de il faut que tu te mettes au niveau, parce que tu sais que si tu te mets au niveau, tu vas avoir ta promotion, donc ton augmentation de salaire, donc tu pourras te la péter devant tes potes, donc tu auras plus de liberté. C'est ce que tu crois, mais en fait, tu rentres dans le truc et tu fais que satisfaire un mec au-dessus de toi jusqu'à ce que... Et après, pour les mecs plus ambitieux, ils disent je veux devenir partenaire. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain level, il y a des gros montants qui tombent, mais de l'autre côté, tu peux mourir d'une crise cardiaque à 50 piges, tu vois, donc c'est un peu relou. Effectivement. Donc ça, je l'ai compris en vrai assez rapidement et j'ai donc augmenté mon niveau dans la RPA et je me suis rendu compte un peu de ça pendant que j'étais chez SIA Partner. J'ai compris que je ne voulais pas en faire ma vie. Et donc je me retrouve pendant le confinement, un peu à rien à faire, parce que quand tu es entre 2 missions dans un cabinet de conseil, tu dois faire ce qu'on appelle rédiger des articles pour le cabinet. Donc en fait, tu écris des articles SEO pour le cabinet. Et en fait, j'écris à ce moment-là un article sur la RPA. Et je me dis, je prends grave de plaisir à vulgariser ce qu'est la RPA. Et j'explique que la RPA, c'est le futur des entreprises. Okay. Et en fait, je me dis, cet article, je vais le publier aussi sur LinkedIn. Donc à l'époque, LinkedIn, c'est pas du tout le LinkedIn d'aujourd'hui. C'est vraiment le truc... On parle de quoi, 2019, 2020 Ah non, confinement 2020. 2020, ouais. Vraiment le tout début du confinement. Donc tu vois, à l'époque, LinkedIn, pour moi, c'était en mode...
Je suis content qu'il n'y ait aucun de mes potes sur LinkedIn qui me suit parce qu'ils vont tous me charrier s'ils voient que je publie un article. Ok. Et là, Blondie, que je connais de soirées, de potes et tout, on a pas mal de chemins de vie qui sont croisés. Il m'envoie un message en mode tiens, tu fais de l'automatisation, faut qu'on se parle. Et donc là, on fait un call tous les trois et vous me présentez le projet. Et moi, je voulais faire de l'entrepreneuriat, mais j'avais pas j'avais pas l'idée. J'avais écrit des idées dans un cahier, mais voilà, j'avais jamais passé le pas. Et là, j'ai adoré le format parce que vous êtes arrivé en me disant ok, on a un nom, on a un site internet. Non, on n'avait pas de site internet. On n'avait pas de site internet à ce moment-là. Ah ouais? Non, pas de site internet. Ok, bon, on a un nom, on a une marque, parce qu'il y avait déjà le nom et tout machin. Exact. Et on a 3 clients. Il faut les délivrer. Et moi, j'étais en mode, bah vas-y, trop bien. Genre, tu vois, je me suis mis en mode. Pour moi, c'était une mission de conseil, let's go. Je sais pas faire, mais je vais réussir à faire, tu vois. Ok. Et donc, comme ça, on a commencé juste avec un Google Sheet à prendre les clients, à les délivrer. Moi, je passais mes journées avec eux, en appel, en machin. Genre, ultra care pour le coup. Mon taux horaire n'était pas du tout bon. Mais de fil en aiguille, on a mis après des process en place. Toi, tu étais à fond sur les sales, donc on a closé de plus en plus. On a vachement mis de rythme, tu vois. Quand je te disais sur le rythme qu'on veut mettre, c'est toutes les semaines, on se mettait du rythme, on se mettait des objectifs qui étaient hyper ambitieux à réaliser à la fin de la semaine. On était en confinement, donc on n'avait que ça à faire, on n'avait aucune distraction autour. Et puis on voyait petit à petit un complément de revenus arriver. Cool, tu vois, en mode. Moi, c'était ça que j'aimais bien, c'est que il y avait un côté dans le conseil qui était méritocratique un peu d'une part, mais très politique d'une autre part. Et moi, ça j'avais bien compris. Donc, j'allais dans tous les afterworks, serrer des paluches, faire plaisir aux partenaires et tout. Ça, je savais faire le faillot, mais ça me saoulait que ma promotion soit liée à ça. Alors qu'en fait, quand tu te lances, bah, c'est méritocratique en mode. Si tu juste l'intensité que tu mets, quoi. Voilà. Si tu travailles bien, tu fais plus de cash, c'est bien, continue. Si tu travailles mal, en gros que tes clients sont pas contents, bah t'arrêtes, tu vois. C'est vrai que là, on parle de My Name is Bond, mais on n'a pas tellement expliqué ce que c'était. À ce moment-là, nous, l'idée, c'était d'accompagner et d'aider nos clients à automatiser leur prospection. On avait commencé notamment sur LinkedIn et sur Instagram. À ce moment-là, l'automatisation, elle n'était pas non plus hyper développée. On n'en parlait pas partout sur LinkedIn. L'IA n'avait pas encore fait son apparition. Non. Donc on était un peu, pas en avance, mais c'est vrai que quand on parlait d'automatisation de la prospection, les gens ne comprenaient pas trop. Parce que déjà, parler de prospection et de structurer sa prospection, ses équipes commerciales et tout, ça ok, c'est connu depuis la nuit des temps. Mais concrètement, si toi tu devais l'expliquer avec ton œil, disons un peu technique, mais toujours de manière assez compréhensible pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle, comment est-ce que tu expliquerais justement l'automatisation de la prospection? Et notamment du coup sur les réseaux sociaux, à savoir sur LinkedIn et sur Instagram. Ouais. Bah, en fait, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que encore une fois, c'était pas du tout la même époque, quoi. C'était le fait d'envoyer des DM à des gens sur LinkedIn, c'était hyper novateur. C'est-à-dire que les gens le faisaient, mais ils le faisaient tous manuellement. Et moi, j'avais utilisé My Name is Bond du coup pour SIA Partner, où j'avais ciblé une recherche sur des mots-clés qui étaient directeur de l'innovation. Et j'avais envoyé des messages. Ils m'avaient répondu. Donc j'avais chopé des R1, des premiers rendez-vous avec eux. Et j'étais allé voir mon boss en me disant hey, j'ai un R1 avec le directeur de l'innovation de TF1. J'ai un R1 avec le directeur innovation de Orange, tu veux venir avec moi? Il était en mode attends, j'ai pas capté, t'es junior toi, tu fais pas de développement commercial normalement, genre tu fais ta mission et tu te tais, tu vois. Et j'étais en mode mais j'ai envoyé des messages sur LinkedIn, tu vois. Et il se disait mais attends, comment le gars il a eu le temps d'envoyer des messages sur LinkedIn et de performer dans sa mission? Genre pour eux ça paraissait lunaire, tu vois. Surtout que t'es pas incentivé directement à closer une mission, là où un partenaire est incentivé. Et donc là moi j'ai compris qu'il y avait un besoin. C'est marrant parce que d'ailleurs on n'a jamais closé énormément de cabinets de conseil sur My Name is Bond, malheureusement. Mais en fait ça se passait de la manière suivante. Dans l'automatisation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux éléments. Il y a les API et pas les API. Ok. Qu'est-ce qu'une API? Quand tu es dans une maison, en gros quand tu crées un SaaS, tu crées une maison. Les développeurs de cette maison, ils vont créer une porte d'entrée. Donc ça va être la porte d'entrée de ta maison principale. C'est-à-dire qu'ils vont donner un accès aux personnes de l'extérieur pour venir prendre des informations dans leur base de données. Donc ça, c'est l'API, c'est le véhicule
qui te permet de venir à la porte, de sonner, de dire j'ai besoin de ça, il y a un mec qui va dans la maison, qui va dans telle chambre, qui prend un livre, qui te donne le livre et tac, tu repars avec ton livre. En fait, c'est le chemin officiel. C'est le chemin officiel, donc en fait, on peut traquer exactement quelles sont toutes les demandes que tu as faites à la maison. Ok. Et quand il n'y a pas API, c'est qu'en fait, tu arrives, soit tu peux arriver devant une maison où en fait, il n'y a pas de porte. C'est-à-dire tu sais que la maison, elle est là, mais il n'y a pas de porte d'entrée. C'est un bloc. C'est un bloc. Et en fait, ça, ce que tu peux faire, toi, c'est que tu vas contourner la maison et tu vas rentrer par le garage. Et ça, c'est les non-API. Et en fait, les non-API, elles vont faire exactement la même chose qu'un être humain va faire. C'est là où rentre la RPA. Parce qu'en gros, la RPA, ça mime le comportement d'un humain sur un ordinateur. Donc, quand il n'y a pas d'API, pas de souci, montre-moi ce que tu fais sur un ordinateur et je vais reproduire la même chose pour obtenir le même résultat. Donc, typiquement, tu vois, par exemple, sur Doctolib, les médecins, ils peuvent avoir accès à leur base de données de patients. Et chacun de ces patients a une adresse mail. Dans Doctolib, ce n'est pas possible d'extraire tous les emails de ta base de données de patients. Alors que, normalement, tu pourrais le faire d'un coup. Donc, ce qu'on peut faire, et ce que j'ai fait notamment avec un de mes robots, c'est qu'en fait, tu peux aller cliquer sur chacun des patients, voir l'email, copier l'email, cliquer sur le suivant, etc. Jusqu'à ce que tu fais tourner le script pendant toute la nuit. Et à la fin de la nuit, tu as un fichier Excel avec tout le nom des personnes, tous les emails et tout est centralisé. Tu veux, quoi. Ouais. Voilà. Du coup, quand tu es sur, par exemple, Instagram, il y a une API. Mais cette API-là, elle te permet de faire uniquement certaines actions, comme par exemple poster du contenu. C'est pour ça qu'il y a des outils comme Later, Hotsuite ou Buffer, où tu peux mettre ton contenu sur la plateforme qui sera automatiquement publié sur Instagram. Donc en fait, il y a Buffer qui communique avec l'API d'Instagram et qui va dire Marion veut poster tel réel mardi à 16h17, poste-le à ce moment-là. Et donc ça le poste de manière automatique. Mais par exemple, sur tout ce qui est follow, unfollow, envoi de DM, tu ne peux pas utiliser l'API. Parce que Instagram veut que ce soit un utilisage humain de la plateforme et donc il n'a pas intérêt à laisser les robots faire du travail. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle de l'émulation. C'est-à-dire qu'on va ouvrir une fenêtre Instagram dans un ordinateur et on va venir faire les clics à la main. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait avec My Name is Bond et c'est comme ça qu'on a réussi à contourner certaines limites, notamment de LinkedIn, sur le nombre d'envois de messages. À l'époque, tu pouvais envoyer 100 messages par jour sur LinkedIn. Donc, en fait, en termes de volume, tu pouvais contacter beaucoup de personnes tous les mois. Ouais, à titre d'exemple, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, ça se dit pas d'ailleurs, aujourd'hui, donc on est effectivement à une limite de 100 contacts par semaine. Par semaine, ouais. Là où, effectivement, il y a 4 ans, on était à 100 demandes par jour. Exactement. Donc, il y a un ratio qui est énorme. C'est énorme. Et en fait, ce qui fait que nos concurrents sur My Name is Bond sont tombés, c'est qu'en fait, le nombre d'actions, il diminue. Mais en fait, c'est pas pour ça que les robots sont moins performants. Ils font toujours les actions. Mais par contre, ça demande à ce que la source qu'on donne aux robots soit beaucoup plus précise. Là où avant, en fait, avant sur Instagram, même avant qu'on commence My Name is Bond, dans les années 2015, il y a plein de gens qui ont fait beaucoup d'argent sur l'automatisation sur Instagram. Et quand ils allaient donner en disant « Ok, bah, tu veux que j'aille follow, unfollow, quel type de compte ?» Les gens, ils mettaient hashtag France ou ils mettaient hashtag entrepreneuriat. Nous, aujourd'hui, on doit aller chercher le compte Instagram qui fait sens pour le client. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui, c'est quand même plus difficile d'avoir des comptes qui explosent parce que tu dois avoir une stratégie de contenu qui est bien léchée, parce que tu dois donner de ta personnalité. Enfin, en fait, effectivement, ça c'est juste vachement resserré. Ouais. Et que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Toujours par rapport à l'automatisation, est-ce que toi, tu utilises l'automatisation? Est-ce que dans toutes les startups que vous accompagnez, vous utilisez l'automatisation et dans quelle mesure est-ce que ça vous aide? Là, je parle d'automatisation en lien avec les réseaux sociaux. Donc, pour de la prospection, pour du contenu, pour peu importe. Automatisation et IA d'ailleurs. Ouais, alors automatisation, nous on a une boîte chez The Quest qui s'appelle Mimetics qui permet d'automatiser n'importe quelle tâche justement en passant par la porte de garage sur un navigateur web. Donc en fait, toutes les actions que les gens font de manière répétitive, il peut l'automatiser, que ce soit une connexion entre un Lemlist, un LinkedIn, un Google Sheet, enfin n'importe quelle action, il peut l'automatiser. Donc ça, moi dans mon quotidien, je l'utilise pour certaines actions, notamment sur LinkedIn. Ok, pour faire quoi par exemple? Par exemple, tu vois là en ce moment, je suis en train de chercher des personnes
qui veulent investir dans l'hippodrome. Ouais. Donc, je suis en train d'aller contacter des potentiels investisseurs pour l'hippodrome. Je me fais une liste de personnes que j'ai envie de contacter sur Google Sheet. Et ensuite, mon robot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller copier-coller le nom, le mettre dans LinkedIn, aller chercher son email, qui est souvent caché sur l'email de connexion qu'il a utilisé pour se connecter à LinkedIn, qui va le rajouter dans mon Google Sheet. Et en fait, je vais updater mon CRM en continu avec ça. Je fais tourner le robot tous les matins, tu vois, et ça va updater. Et petite question, sur ce genre d'automatisation, est-ce que l'automatisation, elle est en direct sur ton ordinateur, ce qui veut dire que d'une certaine manière, toi, tu es bloqué, enfin bloqué, on s'entend, hein, mais en tout cas, tu ne peux pas utiliser ton ordinateur, ou est-ce que c'est dans le cloud, auquel cas, tu peux, toi, continuer à faire tes bails sur ton ordi? En gros, ça tourne dans ce qu'on appelle une virtual machine. Okay. En gros, c'est un ordinateur dans le cloud, exactement, où en fait, tu te connectes la première fois sur cette VM, et cet ordinateur dans le cloud va travailler pendant que toi, tu fais autre chose. Ok, donc tu peux complètement utiliser ton ordinateur. Ça tourne à Noël, ça tourne le dimanche à 15h, ça tourne, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, Mimetix, on l'utilise tous en interne. Ça fait gagner un temps incroyable. Et en fait, tu peux te créer. Ce qui est fou avec Mimetix, c'est qu'on a mixé du coup la RPA et l'IA. Ouais. Et en fait, ça détecte en automatique les tâches répétitives. Parce qu'il y a un gros enjeu sur les tâches répétitives et c'est pour ça que les sociétés font appel à des cabinets de conseil sur la détection. Comme les gens ne connaissent pas l'automatisation, ils ne savent pas qu'est-ce qui est automatisable ou pas. Donc il y a une vraie barrière à l'entrée sur justement l'éducation et l'adoption de ces technologies. Et donc c'est l'un des enjeux de Minimétix, c'est de dire ok, en fait, télécharge l'extension, nous on va regarder en automatique pendant toute la journée tout ce que tu fais sur ton ordi. Et à la fin de la semaine, on t'envoie un report en disant ça, on peut l'automatiser, appuie sur ce bouton et on s'en occupe. Okay. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on développe à fond et je pense que honnêtement, ça va être un banger. Qui est cofondé avec Antoine Marcel. Antoine Marcel, ouais. Qui est passionné par ça. Qu'on embrasse, que j'adore. Qui va super vite. Donc c'est vraiment un plaisir de l'accompagner. Donc ça, c'est pour la partie automatisation. Moi, ce que j'utilise en IA, c'est que je suis un grand fan de podcasts. Et en fait, j'utilise une IA qui me permet, dès que j'écoute un podcast, de sélectionner le moment que j'ai bien aimé, le transcrire et de l'envoyer automatiquement dans mon Obsidian, donc dans mon logiciel de prise de notes qui peut être Obsidian, Notion. C'est une application qui s'appelle Snip, S-N-I-P-D. Je n'ai pas de lien d'affiliation avec eux, donc voilà. Mais c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Parce que moi, quand je fais du sport, j'écoute un podcast et dès qu'il y a un moment intéressant, tu vois, tu double-cliques sur ton AirPod ou quoi. Je vois très bien. Ça te prend le moment et ça te le met de côté. Mais ça te le retranscrit pas juste sur l'application? Ça te l'exporte après, quand tu es en pro, tu peux te l'exporter automatiquement. Je peux aller jusque-là, c'est pour ça. Donc c'est vraiment fort. Donc ça, en IA, j'utilise vachement. J'utilise beaucoup ChatGPT et on en parlait. J'utilise notamment un GPT qui s'appelle Book Summarize. Ah oui. Et donc en fait, je lis des livres et ensuite je mets le nom du livre dans Book Summarize et il me génère le résumé une fois que j'ai lu le livre. Parce que je trouve que c'est une bonne manière de l'utiliser. C'est une manière en fait de faire un condensé de tout ce que tu as appris et d'avoir peut-être une lecture qui est un peu différente. Parce que toi, tu vas avoir ta compréhension des éléments et ChatGPT va avoir la sienne. Exact. Et en fait, c'est une phrase de Naval que j'aime bien qui dit je préfère avoir 100 livres que je relis toute ma vie que tous les avoir lus. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de se dire en fait, quels sont les 100 livres qui vont le plus m'aider dans ma vie. Ok. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que quand tu lis un livre à l'instant T, tu vas avoir une certaine compréhension. Et quand tu lis à un autre instant, tu vas avoir une compréhension qui peut être, et une lecture qui va être complètement différente. De par toi, ton mindset, de par ton évolution. Après, je pense que c'est très lié aussi au développement personnel. Parce que, en l'occurrence, si on prend des livres, tu vois, c'est marrant, on en parlait là, tu as un livre juste derrière toi qui est le référencement web. Et on demandait à Medoun, qui est derrière les caméras, si justement c'était un livre qui était un peu obsolète ou pas. Et je pense que quand tu es sur des livres très techniques, ben, du coup, ce concept, il s'applique peut-être pas. Bah, en fait, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai commencé à faire l'exercice d'écrire un livre. Et en fait, pour l'instant, j'ai pas terminé ni rien. Mais... Futur écrivain. Hein? Futur écrivain. Mais en fait, ce qui est intéressant quand tu vas de l'autre côté, c'est qu'en fait, tu te rends compte que il y a beaucoup de livres qui ont
très peu d'idées intéressantes à ressortir du livre et qui ont beaucoup de meubles un peu entre les lignes. C'est-à-dire que comme ils ont des contrats avec les éditeurs, ils doivent faire un minimum de mots. Et donc en fait, parfois tu as 3 idées directrices du livre et ça brode entre ces idées-là. Donc c'est pour ça que l'IA c'est intéressant parce qu'au moins ça te fait ressortir ces idées-là et tu peux passer d'un livre à l'autre. L'autre point, c'est que sur des livres, tu vois par exemple comme ça, réussir son référencement web, le problème, c'est que ce qu'on appelle, c'est que c'est pas du contenu, enfin c'est pas un problème, mais si tu es dans une période où tu veux te former là-dessus, trop bien. Mais c'est pas un contenu qui est evergreen, parce qu'en fait le contenu il va forcément être obsolète. L'algorithme de Google il change tous les mois, il y a l'IA qui est arrivée, les articles de SEO ils percent pas autant, il y a de plus en plus de sites internet sur Google, et même les outils dont ils parlent, peut-être qu'ils parlent de, tu vois, je sais pas, de SEMrush ou des trucs comme ça. Peut-être que demain SEMrush ça ferme, du coup dans son livre SEMrush bah, ça fait plus sens. Donc en fait moi j'aime bien lire des livres sur des concepts et ensuite tout ce qui va être plutôt outils terre à terre, je vais plutôt aller les chercher sur YouTube. Ok, donc ça marche. Et sur l'automatisation, l'IA de manière générale, est-ce qu'il y a d'autres utilisations que tu as toi au quotidien ou pas? En fait moi j'ai un métier qui par définition n'est pas automatisable parce que je fais jamais les mêmes journées. Ouais. Donc c'est très peu automatisable. Maintenant, tu vois, je gère par exemple la compta. Donc là-dessus, il y a plein de trucs que j'ai automatisés. Les factures, tu vois. Les demandes de virement. Les demandes de virement. Donc là, tu vois, j'ai mis en place des systèmes. C'est plus des systèmes, on va dire, que des automatisations, quoique. Tu vois, par exemple, dès que quelqu'un veut faire un virement depuis notre compte The Quest, il doit remplir un formulaire Airtable, du coup il rentre dans une base de données. Moi j'ai une notification Slack qui m'est envoyée en mode il y a un virement à faire à tel RIB avec tel montant et voici le commentaire. Je le fais manuellement avec mon tel, parce que du coup je le valide humainement si je suis d'accord ou pas avec le virement. Et ensuite sur mon Slack, j'ai direct un bouton en vert qui me dit c'est payé et quand je clique dessus, ça l'envoie automatiquement vers mon logiciel comptable qui avec de l'OCR, c'est-à-dire avec un logiciel d'extraction de PDF, il va sortir les informations de la facture et les mettre pour les mapper. Pour les mapper avec le paiement. Et donc pour qu'ensuite mon assistante comptable puisse derrière faire le pareil, lien entre... faire un mapping et dire ok je suis d'accord avec, la TVA est bonne, etc. Et on envoie pour le bilan comptable. Ok, intéressant. Maintenant, par rapport à la création de contenu, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très d'actu, c'est un sujet qu'on traite au quotidien avec My Name is Bond. Donc déjà là, pour terminer sur la partie automatisation, nous, c'est vrai que par rapport à nos clients, on va les accompagner vraiment dans leur prospection. Ça va être quelque chose de plus large. En fait, quoique ça dépend si on les accompagne sur LinkedIn ou sur Instagram. Mais maintenant, on prend ce tournant de se dire, ok, en fait... soyons factuels, ça fait 5 ans que la boîte existe, on se rend compte que 80-90% de nos clients sont sur Instagram, donc là on est en train de justement de repositionner la boîte. Et c'est vrai que sur Instagram, l'automatisation, elle peut être faite de différentes manières, on a différentes stratégies qui correspondent à des approches, à des manières de faire qui sont diverses et variées et qui vont dépendre aussi vraiment de ton objectif et de qui tu es et à qui tu t'adresses. C'est pour ça que ça me fait rire aussi les gens qui viennent et qui me disent oui, c'est combien chez vous? Je dis je peux pas te dire comme ça, en fait, il faut qu'on discute, il faut que je comprenne ton projet et ton besoin. Donc on a un accompagnement qui est un peu différent de ce que vous pourriez avoir pour The Quest, j'entends. Donc on a déjà accompagné des boîtes et des startups que vous accompagnez également. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que de plus en plus, tu vois, se dire que vas-y, on veut automatiser la prospection, ok, c'est bien. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, à tort, pensent que dès qu'elles se lancent, il faut absolument qu'elles automatisent leur prospection. Ça, je pense que c'est la pire erreur à faire. Je pense foncièrement qu'il faut, dans un premier temps, répéter à la main ton action pour comprendre justement ce que tu es en train de faire, savoir si c'est le bon schéma, si tu t'adresses à la bonne cible, si tu as le bon message. Et après, de par la lecture de ce que tu es en train de mettre en place, tu vas pouvoir l'automatiser parce que tu sais qu'il y a déjà une optimisation qui a été faite en amont. Ouais. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais... c'est un conseil et je pense que c'est même une règle dans l'automatisation qui est de... Je sais plus ce que c'était, quel était le laps de temps. Je sais plus si tu m'avais dit... 2 semaines. C'est ce que j'allais dire. Pendant 2 semaines, tu fais ton action et si effectivement tu te rends compte que ça te prend du temps, que tu l'as fait régulièrement, là oui, ça a un intérêt il y a un intérêt de l'automatiser. Ouais. Parce qu'il y a aussi des personnes qui vont vouloir
et moi la première, automatiser des tâches parce que tu penses que ça va te prendre du temps, etc. Alors qu'en fait, tu le fais tellement rarement que de mettre en place l'automatisation va te prendre plus de temps que le temps que tu aurais potentiellement gagné. Toujours un jeu en fait en termes de volume, ça sert à rien d'automatiser une tâche que tu fais 10 fois dans l'année. Par contre, s'il y a un truc que tu fais 1000 fois dans le mois et que ça te prend à chaque fois 10 minutes, bah là il y a un intérêt. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une barrière à l'entrée de 1, technique, et de 2, un investissement de temps à le mettre en place. Et donc en fait, ta rentabilité de la mise en place de l'automatisation va se croiser au moment où ça va être un gain de temps par rapport au volume de tâches que tu as. Mais ce n'est pas toujours pertinent. C'est pour ça que l'automatisation, mine de rien, si demain tu veux lancer une startup dans l'automatisation, tu vas parler avec des métiers qui sont très chiants, des métiers qui sont admin, des métiers qui sont, tu vois, les meilleurs secteurs pour l'automatisation, c'est la banque, les assurances. Les assistantes, non, aussi? Ouais, les assistantes, mais en fait, c'est surtout dans les équipes où, tu vois, moi, les automatisations que je vous ai mis en place, où les clients payaient des centaines de milliers d'euros, voire même des millions, c'était plutôt des trucs de vérification bancaire, ce qu'on appelle des systèmes de blocage, déblocage. Donc, c'était vraiment très admin de savoir si la société était encore existante ou non. Donc, il fallait aller prendre son numéro de siret dans la base de données, aller sur le site de l'INSEE, dire oui, dire non. Enfin, tu vois, en fait, moi, je travaillais beaucoup sur Oracle ou sur Salesforce. Donc, c'était des logiciels Windows 98. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une dinguerie avec l'automatisation? Ça peut être un funny fact, ça peut être, je sais pas, une action un peu genre what the fuck. Ouais, j'en ai 2 qui viennent en tête là. J'en ai une où en fait, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, c'est au moment où les podcasts commençaient à être et qu'on a de plus en plus connus et que nous on avait une stratégie où on voulait aller parler dans des podcasts pour mettre en avant My Name is Bond. Et en fait, du coup, j'ai pris un robot et j'ai cherché le mot-clé podcast sur LinkedIn. Et donc, toutes les personnes qui avaient dans leur biographie podcast, je leur envoyais un message en disant salut, je suis cofondateur de My Name is Bond, genre, viens, on parle de moi, tu vois. Et en fait, du coup, ça n'a pas du tout sélectionné les podcasts. Et j'y ai pas pensé au moment de l'automatisation. Et en gros, genre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté des personnes qui faisaient des podcasts où, genre, c'était podcast féminin, on parle du bien-être féminin, de comment gérer ses hormones et tout. Et donc, j'ai eu des réponses en disant ouais, t'es mignon, mais je vois pas le rapport entre les robots et. Enfin, en fait, j'ai même eu des personnes qui ont une réaction méchante en mode pour qui tu te prends, tu vois. Normal, genre 100% normal, tu vois. Mais moi, ça me faisait marrer, je le screenais et je vous l'envoyais. Et après, je m'excusais, je leur expliquais qu'il y avait My Name is Bond. Et je crois même que j'ai closé une personne comme ça en disant c'est génial ton outil. Et pardon, juste pour compléter là-dessus, est-ce que finalement dans ta stratégie, tu étais allé chercher très large, tu avais juste utilisé le mot-clé podcast? Comment est-ce que derrière, tu as pu réorienter la stratégie? Parce que finalement, tu peux aussi, comment dirais-je, enfin, j'ai envie de te dire la réponse directement, mais tu sais… Non, mais les booléens. Les quoi? Les booléens. Oui. Oui, bah ça, il y a très peu de personnes qui le savent, vraiment. Oui. J'ai fait une vidéo que je crois que je l'ai pas mis sur YouTube. Si, elle est sur YouTube et elle date, parce que c'est sous My Name is Bond. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé justement, on donne cours ensemble au pôle Léonard de Vinci. À des étudiants qui sont en master dans un parcours justement entrepreneuriat. Et je leur parlais de la prospection sur LinkedIn, je leur expliquais comment moi j'avais trouvé mes premiers clients avec My Name is Bond, etc. Et je leur ai expliqué justement ce système, de dire bah, en fait, si tu pars d'un mot-clé hyper large, bah, en fait tu vas avoir tout et n'importe quoi. Et il y a des gens qui ne vont pas du tout correspondre à ta cible, mais dans leur profil, ils vont avoir ce fameux mot-clé que tu recherches. Ouais. Alors que si tu viens alimenter ta recherche en mettant ok, moi je veux ce mot-clé, mais je veux aussi ajouter ce mot-clé, et en revanche je veux que dans toutes les recherches que tu me donnes, il n'y ait pas ce mot-clé, bah tu vois, ça t'affine de ouf ta recherche, et donc tu vas pouvoir contacter des gens qui sont vraiment percutants par rapport à la stratégie que tu mets en place. Ouais, tu peux aller vraiment très très loin en fait dans la base de données de LinkedIn, et les gens ils confondent la barre de LinkedIn avec la barre Google, quoi. Mais en fait, même si tu mets genre CEO et CEO entre guillemets, déjà ça n'a rien à voir. C'est vrai. Si tu mets CEO entre guillemets, genre t'es obligé qu'il y ait le mot CEO dans le titre. Alors que si tu mets CEO normal, enfin non attends, si tu mets CEO, en fait si tu mets par exemple chef d'entreprise, il va chercher chef et il va chercher d'entreprise. Alors que si tu mets entre guillemets chef d'entreprise, tu es obligé qu'il y ait chef d'entreprise à la suite.
Et ça change tout dans les recherches. Et en fait, si tu fais une recherche qui est plus de 1000 personnes, c'est une recherche qui n'est pas pertinente aujourd'hui. Ouais, exact. Donc ça, c'est le premier truc marrant. Et le deuxième truc marrant que j'ai... Enfin, du coup, pas marrant, mais qui a été un problème avec l'automatisation, c'est que donc, nous, on est passé de Google Sheet à Airtable pour gérer nos clients en prod. Et en fait, j'avais des déclencheurs qui envoyaient des emails. Et j'ai fait une fausse manip dans ma base de données qui a envoyé du coup 500 emails d'un coup à notre base de données de clients sur un truc que personne ne devait recevoir. Donc c'est une erreur basique que tout le monde a quand il monte un SaaS. Donc là, nous, c'est une agence productisée, mais c'est une erreur que tout le monde a où quand tu commences à mettre en place un peu des triggers comme ça et des automatisations, parfois il y a une erreur humaine et paf. Et est-ce qu'il y a des manières de s'en prémunir? Bah... En fait, oui, et notamment, tu vois, dans UiPath, ils ont bien compris que l'erreur était humaine, et ils ont ce qu'on appelle des error handlers, que tu as aussi d'ailleurs sur Make ou sur Zapier, qui est bien fait sur Make d'ailleurs, où en fait, s'il y a une erreur dans un module, ça stoppe le process. Il faut voir un peu ça comme un disjoncteur d'électricité. S'il y a un fusible qui pète, ça stoppe le truc pour pas que ça s'emballe. Et bah là, c'est pareil. Donc en fait, il faut, dans la mise en place de l'automatisation, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le fait que ça prend du temps de l'automatiser, d'où le fait d'utiliser des outils automatiques comme Unitix, petit instant promo. Le fait de bien mettre en place une automatisation, c'est aussi de réfléchir à tous ces cas qui peuvent arriver et donc de se prémunir des actions qui peuvent être problématiques. Mais tu peux jamais Enfin, les robots sont parfaitement parfaits. Donc, Et à quel moment est-ce que tu penses qu'il est intéressant d'automatiser sa prospection? À quel moment est-ce que tu penses que, par exemple, ça fait sens de faire appel à une agence comme My Name is Bond? Tu te souviens la première fois que tu as fait un post LinkedIn et la raison pour laquelle tu as fait un post LinkedIn? Le tout premier post sur LinkedIn? Ouais. Ah, tu me poses une colle, là. Parce que moi, je me souviens de la réunion avant qu'on commence à faire des posts sur LinkedIn. Ouais. Et en fait, notre déclencheur, ça a été de dire, on en a marre de répéter tout ce qu'on dit en call one-one. En fait, il faut qu'on le dise à plusieurs personnes d'un coup. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec un entrepreneur hier. Il me disait, ouais, je lance ma nouvelle activité, il faut que j'ai un système pour automatiser. Ok, c'est qui ta cible? Bah justement, je sais pas trop, mais je vais tester plein de systèmes en même temps et celui qui prend, je vais récupérer la cible. Ok, mais tu leur vends quoi? Bah des ads, des sites internet et du copywriting. Oula, impossible. Et en fait, si tu commences à faire tout manuellement, à comprendre intimement c'est quoi les questions que les personnes se posent, etc. Et tu verras dans les personnes qui créent du contenu pertinent, c'est les personnes qui utilisent les questions qu'on leur pose dans la vraie vie et qui en parlent dans leur contenu. C'est là où c'est pertinent parce qu'en fait, c'est des questions qu'on se pose. C'est comme quand tu crées un product, quand tu crées une startup, c'est que si plus tu es proche et plus tu as une feedback loop entre tes utilisateurs et ton produit, plus le produit est pertinent. Plein de fois, il y a des mises à jour de Apple et on se dit ah ouais putain, j'avais trop envie que ça se passe comme ça, genre GG d'avoir trouvé ça. Bah ouais, ils ont interviewé X milliers de personnes pour avoir la feature, donc normal qu'elle sorte bien. Et donc en fait, la création de contenu, c'est pareil, c'est que genre, c'est pas je commence de but en blanc et je commence de zéro en disant let's go, on y va. C'est non, tous les jours je parle à des gens, j'ai la flemme de répéter et de répondre à tout le temps les mêmes questions. Donc en fait, cette question-là, ça va être un de mes posts et je vais en parler dans ce post-là et je vais expliquer comment j'y réponds. Et après, tu as plusieurs manières d'y répondre. Soit par exemple, prenons une question qu'on a souvent avec My Name is Bond, c'est est-ce qu'on peut utiliser un logiciel pour publier de manière automatiquement du contenu ou est-ce que c'est dangereux pour mon compte? Ça, c'est une question qu'on a eu 10 000 fois. Et bien, de cette question-là, tu dis ok, y a-t-il un danger d'utiliser les API pour publier du contenu? Un post. Liste des 10 meilleures applications pour publier du contenu de manière automatique sur Instagram. Un autre post. Les 3 étapes pour bien choisir son outil pour Instagram. Un autre post. Et en fait, tu as plusieurs catégories de types de posts. Après, une fois que tu as compris ça, derrière, tu fais un peu des accroches putaclic et let's go, on y va, quoi. Ok, et oui, effectivement, c'est vrai que je pense que dans notre contenu, et c'est la raison aussi pour laquelle on a eu à un moment donné 40% de nos leads qui provenaient de LinkedIn parce qu'on avait toute cette stratégie de communication qui était très axée sur My Name is Bond. Factuellement, on reprenait effectivement toutes les questions qu'on me posait moi en call et on y répondait de manière publique. Qu'est-ce que tu penses du fait de se répéter? Parce que tu vois, il y a des personnes qui pensent soit
n'avoir rien à dire, soit qui ont peur de se répéter, parce qu'ils sont là, bah non, mais j'ai déjà fait ce post en fait. C'est quoi toi ton avis dessus? C'était quoi ton avant-dernier post sur LinkedIn? Un post que j'ai déjà fait, je crois, non? C'est ça? Je sais pas, je m'en souviens pas. Tu t'en souviens? Ah non, voilà. Si tu t'en souviens pas, les gens qui te lisent ne se souviennent pas non plus. Hein. Ouais, non, mais je suis hyper d'accord. En fait, c'est vraiment le truc, je sais plus qui disait ça, mais le contenu, la première personne saoulée par ton contenu, c'est toi-même. Et en fait, les gens, Ouais, ils parce que ont t'es confronté aucune à ton mémoire. Ils ont aucune mémoire, les gens. Genre, et tu le vois en fait quand tu es dans le vrai de la création de contenu, quand tu es dans le faux. En fait, moi, je le vois d'un point de vue très simple. C'est quand je suis dans le vrai, c'est-à-dire quand je sais que ce que je suis en train de raconter, ça va apporter de la valeur, soit parce que je l'ai déjà testé avec d'autres gens qui m'ont dit putain, c'est incroyable ce que tu me racontes, ou soit parce que j'ai eu 100 fois la question. Quand je poste sur LinkedIn, derrière, je regarde même pas le nombre de likes et le nombre de comments. Parce qu'en fait, tu sais, c'est en mode. T'attends pas quelque chose. J'attends pas Tu quelque l'as fait chose, pour et surtout, toi-même aussi. c'est comme si j'étais là et je te tendais un papier cadeau avec un truc dedans, et que toi, tu décidais de pas le prendre. Et qu'en fait, à l'intérieur, il y a un lingot d'or de 32 000 euros. En fait, moi, je m'en fous que tu le prennes ou pas. Genre, c'est tant pis pour toi si tu l'as pas pris, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, si je mets de la valeur sur un post LinkedIn et qu'il y a des gens qui le lisent pas ou juste qu'ils le lisent pas, on va pas parler des haters, mais juste qu'ils le lisent pas, mais j'ai envie de dire c'est tant pis pour eux. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un va lui partager et se dire ah putain, mais en fait, j'ai envie de voir les autres posts de ce que raconte ce mec, tu vois. Je trouve qu'il y a deux concepts qui sont aussi à intégrer dans ce que tu illustres, qui est effectivement même de poster un peu, pas égoïstement pour soi, mais tu vois, quand tu arrives à prendre le recul nécessaire sur la chose, c'est vrai que moi, je regarde plus du tout les lives, je regarde plus les commentaires. Si je réponds aux commentaires, bien sûr, mais je suis pas du tout hypée par ce qu'on appelle les vanity metrics. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que même sur Instagram, tu vois, on pourrait se dire que le compte de My Name is Bond pourrait être beaucoup plus développé, avoir beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus d'engagement. Et c'est ce que parfois des gens me reprochent. Mais en fait, moi, je leur dis, mais ok, mais vous avez votre prisme et ce truc de... tu vois, on se dit, ok, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'abonnés, qui a beaucoup de visibilité, c'est quelqu'un qui fait forcément beaucoup de cash, etc. Alors que c'est archi faux. Et nous, c'est ce que j'explique tout le temps aux gens, c'est, ok, sur notre compte, on n'a peut-être pas énormément d'engagement, mais en même temps, c'est un compte agence. Montrez-moi des comptes agences, enfin les comptes agences qui explosent, il n'y en a pas non plus des masses. Ouais. Ou alors, il faut vraiment avoir une communication qui est complètement what the fuck. Et en fait, juste, nous, derrière, notre stratégie, elle fonctionne. On a des leads quotidiennement grâce à Instagram. Donc, en fait, qu'on ait 10 000 abonnés ou qu'on ait 1 million, franchement, pour le moment, ça ne change pas grand-chose pour nous. Donc, on est juste focalisé sur nos objectifs, sur nos besoins, sur nos clients, sur le fait d'avoir une communication qui nous ressemble. Tu vois, moi, je suis contente de montrer notre compte Instagram, j'ai pas honte, tu vois. Et pareil sur LinkedIn. Et ce que tu dis par rapport au fait de se répéter, c'était une bonne question de me dire, ouais, est-ce que tu te souviens de ton post d'il y a 3 jours? Non, effectivement. J'ai une stratégie qui est assez huilée et assez travaillée. Mais c'est vrai que par exemple sur LinkedIn, je poste beaucoup avec le cœur et c'est en mode le matin, je me pose en mode ok, vas-y, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. C'est pas carré au possible, en mode bah vas-y, le lundi je vais parler de ça, le mardi je parle d'un avis client, le mercredi je parle juste de l'algorithme Instagram, etc. Ma stratégie elle est un peu décousue. Mais ce qui fait aussi que je prends du plaisir et c'est plus une tâche. Je suis disciplinée là-dessus et maintenant c'est juste ça fait partie de mes habitudes et j'aime beaucoup. Et parfois, quand je suis là, je ne sais pas quoi dire, j'ai pas envie, mais j'ai quand même envie de mettre un truc sur LinkedIn. En fait, je vais reprendre d'anciens posts que j'ai bien aimés. Je vais un tout petit peu le changer. Parfois, je ne vais pas du tout le changer. Je vais juste rajouter une photo ou pas en mettre, justement. Ouais. Et en fait, parfois, tu as même plus d'engagement que ce que tu avais initialement. Et ouais, les gens, en fait, oublient. Et de toute façon, pour qu'un message passe et pour que les gens se souviennent de ce message, je crois que c'est quoi? C'est 7 fois. C'est comme les messages publicitaires, quoi. À peu près. Ouais. Donc, en vrai, c'est pas tant problématique. Non, puis en plus, à partir du moment où... Moi, mes 3 meilleurs posts sur LinkedIn, c'est 3 copier-coller. Genre, c'est le même post, mais republié 3 fois. Tu vois. Et c'est une liste d'outils, de 300 outils pour augmenter sa productivité. Tu vois. Et ils ont tous fait les mêmes performances. Tu vois, genre 400, 500 000 impressions. Tu vois. Là où il y a un danger dans la création de contenu, mais qui va être plus pour les personnes qui font vraiment du personal branding et qui en vivent, tu vois, dont l'acquisition est ultra dépendante de ça, c'est en fait de vraiment
associer son personal branding à notre valeur propre. Évidemment, on regarde tous un petit peu les vanity metrics, les likes, les machins et tout, parce que ça reste un indicateur du marché. Mais là où ça devient dangereux, et typiquement une personne comme Grégoire Gambato en a beaucoup souffert et il en parle dans certains podcasts, c'est qu'il explique que le nombre de likes qu'il avait sur son post LinkedIn influençait son mood, qui du coup influençait sa journée entrepreneuriale. Tu vois. Et ça, du coup, c'est hyper néfaste parce que l'avancement de ta boîte… Tu perds le contrôle, quoi. De ouf. Et l'avancement de ta boîte, il ne doit pas être corrélé au fait d'avoir fait des likes ou pas sur LinkedIn. Comment est-ce que on peut réussir, justement, selon toi, à prendre du recul sur la chose? En fait, pour moi, tout part du truc intentionnel. Genre, c'est quoi ton intention de départ, en fait? Moi, mon intention de départ, c'est je poste du LinkedIn car je poste du contenu, car, tu vois, j'ai une intention qui va être identitaire profonde, qui est je veux transmettre mon savoir. C'est un truc que j'ai au plus profond de moi, qui est de dire j'aime ça. Tu vois, c'est pour ça que typiquement je fais les cours à Alessille parce que j'aime enseigner. Tu vois. Donc ça, c'est la base. Genre, je veux au profond de moi me dire que je suis un enseignant. Après, je sais que il y a un super pouvoir au personal branding qui permet d'avoir des opportunités business, notamment sur des rencontres, tu vois, voilà. Donc découvrir, purement pour moi, c'est découvrir des investisseurs et découvrir des jeunes talents qu'on va pouvoir accompagner. Donc en fait, faire rayonner la marque The Quest avec tous mes cofondateurs pour avoir un maximum d'opportunités, créer un bon volume et du coup créer le maximum de licornes dans les prochaines années. Une fois que j'ai ça, en fait, mes métriques sont plus le nombre de likes, mais mes métriques vont être le nombre d'opportunités que j'ai réussi à créer là-dedans. C'est-à-dire que avec combien d'investisseurs je vais parler qui m'auront découvert sur LinkedIn, avec combien de jeunes je vais parler qui m'auront découvert grâce à un post LinkedIn, ça va être ça mes métriques. Donc en fait, l'autre jour, j'ai fait un post sur justement Antoine Marcel de Mimetix qui cherchait un cofondateur. J'ai fait un post pour ça. Grâce à ce post-là qui lui a été partagé, on a trouvé une personne avec qui on a fait un test de cofondateur. Et donc en fait, là je me dis ok, genre, le post il aurait pu faire 3 likes, c'était la même. Genre mon message est passé à une personne que je ne connaissais pas, que j'aurais pas pu toucher en DM. C'est bon, genre job done, tu vois. À quel point est-ce que la création de contenu, elle t'a changé toi? Ou qu'est-ce que ça t'a apporté à titre personnel aussi? Moi ce que je dis souvent, c'est que la création de contenu, c'est l'action la plus égoïste de ma semaine. C'est-à-dire que en fait, c'est le meilleur moyen de me mettre la rate au corbouillon pour apprendre des trucs. Je sais que je suis le plus malheureux des hommes si je n'apprends rien dans la journée. Genre pour moi, c'est une journée ratée si j'ai pas appris au moins 3 trucs, tu vois. Et donc en fait, le fait d'avoir ce rythme-là de création de contenu par les podcasts, par les newsletters, par les posts LinkedIn, fait que tu inscris dans ton quotidien le fait d'emmagasiner du savoir et de raconter des trucs pertinents. Et donc en fait, ça c'est le truc qui m'a le plus changé profondément, c'est qu'avant, je l'avais, mais en fait, avant, c'était facile parce que c'est l'école qui te le donne. Donc, en fait, le savoir vient à toi. Et donc, quand ensuite, le savoir, tu dois aller le chercher, c'est un vrai muscle à mettre en place. Et tu arrives à l'avoir grâce à de la discipline. J'arrive à l'avoir grâce à des routines, grâce à la discipline. Tu vois ce que tu disais sur parfois, j'ai la flemme de poster. En fait, ce que tu as créé, c'est un système qui, les jours où tu as la flemme, va chercher un post anciennement posté et le publie quand même. Qui te permet de maintenir cette routine. Et en fait, les routines, c'est la base là-dessus. C'est que si tu as mis en place des routines, non seulement tu te mythos pas à toi-même parce que ton identité de dire je suis enseignant ou je suis créateur de contenu est prouvée dans l'opérationnel parce que tu crées du contenu de manière récurrente. Donc en fait, tu envoies un signal à ton cerveau de je suis pas un mytho, la preuve, je le fais, tu vois. Et donc ça, les routines, c'est hyper important là-dessus. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vachement en lien. Tu vois, de se poser et de définir sa stratégie digitale. Nous, c'est un vrai sujet qu'on est en train de traiter et qu'on propose aussi à nos clients avec My Name is Bond. Mais on a plein de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent ouais, voilà mon compte, j'ai envie d'avoir plus de visibilité, je veux automatiser ma prospection, l'automatisation, parce que tout le monde voit l'automatisation comme quelque chose de magique. Et en fait, nous, on voit le compte et on se dit, il faudrait peut-être reprendre les bases. Et en fait, généralement, ce qu'on ne voit pas, c'est que de ton contenu, de la qualité, bon là, si je parle d'Instagram, ça va être aussi le visuel, ça va être la ligne éditoriale, etc.
en fait, c'est pas juste poser sur papier et dire ok, bah maintenant on va parler de ça, ça, ça. C'est un vrai travail d'introspection, un travail de compréhension des valeurs de toi, de ta boîte, de quelle est l'image que tu veux renvoyer sur les réseaux sociaux, quels sont tes objectifs. Parce que tu vois, quelqu'un qui veut juste développer sa notoriété versus quelqu'un qui veut chercher des clients, ben, l'approche va pas être la même, le discours va pas être le même. Et il y a beaucoup de personnes qui en fait mettent complètement ça de côté et sont là en mode non mais vas-y, moi je me lance sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, et donc les gens se disent, bah, puisque ouvrir son compte c'est facile, bah, créer du contenu c'est facile. Mais en fait, pas tellement. Bah, en fait, ouais, je suis 100% d'accord. Et pour le coup, en effet, la clé pour moi, c'est le fait d'être en intention et de ne pas être en réaction. Et justement, le fait de mettre en place une stratégie digitale, ça te permet d'être en intention par rapport à ton contenu. En fait, c'est hyper simple. C'est de se dire, c'est quoi ma cible? C'est quoi les problèmes de ma cible? Comment je fais du contenu pour répondre à ces problèmes? Genre, pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Effectivement. Alors que si tu es en réaction, tu crées du contenu et ensuite tu vas juger ton contenu par rapport aux réactions justement sur ton post. Et donc tu vas être en mode ok, là je suis dans le bon parce que j'ai beaucoup de likes ou beaucoup de commentaires ou j'ai eu beaucoup de DM. Ouais, mais est-ce que ça sert vraiment ta stratégie ou pas? Est-ce que ça sert ton intérêt d'avoir fait un contenu là-dessus? Et typiquement, tu vois, tu prends l'exemple d'un mec qui fait un mème sur l'entrepreneuriat ou le business de manière générale, de genre, tu vois, les posts vraiment qui percent sur LinkedIn, qui font des millions d'impressions. Drôle. Ouais, ok, mais tu vois, ça va pas t'apporter beaucoup de clients, ça va pas t'apporter beaucoup de followers, ça, voilà. Ouais, je suis hyper d'accord. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on dit hein, généralement. Hein. C'est pas parce que tu as de la visibilité que ça tape. Et généralement, les gens qui font des posts qui explosent, c'est pas ce qui leur amène du cash. Ok, bah écoute, je sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais rajouter. Non, je voulais faire un big up à Medoun parce qu'on n'en parle pas souvent dans les vidéos. Bravo Medoun, on t'aime. Qui est à la prod de toutes ces vidéos, donc ça fait plaisir, merci Medoun. Ouais, et en vrai, un big up à tous les gens de l'IUT qui sont de plus en plus nombreux à rejoindre l'aventure The Quest. J'ai l'impression que franchement, c'est la meilleure formation que moi perso j'ai pu faire. Et mine de rien, on t'a connu un peu via l'IUT, puisque de par Alex, de ouf. qu'on embrasse aussi. Et bah écoute, merci beaucoup. Merci Marion. Et puis, on va bosser. Let's go.